De nombreux jeunes ne savent pas quand mettre un accent sur le A. La ponctuation aussi n'est plus faite. Ce genre de faute, on en trouve partout, dans les mauvaises copies, mais pas seulement. Même les bons élèves se trompent, preuve que c'est toute une génération qui est touchée, une génération qui ferait peut-être bien se remettre à la dictée. Le niveau d'orthographe des Français et notamment des jeunes est en baisse. Ces étudiants, ils sont handicapés dans leurs apprentissages. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire ? Écrire c'est difficile, là, ça l'a toujours été, que ce soit nos générations ou la leur. Je ne sais plus parler français. Je vous jure que moi, quand je parle maintenant, ça ressemble à ça. Genre, alors en fait, non mais c'est parce que... ah oui, non mais... et le truc, c'est que... Les gars, c'est grave. On dit que la Gen Z est en train de tuer le français, qu'on ne sait plus écrire, qu'on ne sait plus parler, ou même qu'on massacre l'orthographe. Ce discours ne vient pas de nulle part. Vous le savez, la langue française n'a jamais été figée. Elle s'est construite, transformée, appauvrie, enrichie, et ce pendant plusieurs années. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose est différent. Si votre fils n'obtient pas la moyenne, il sera renvoyé sans discussion. Et si le niveau de français ne baissait pas à cause de la Gen Z, mais à cause de la manière dont on écrit, enseigne et consomme les mots aujourd'hui. Est-ce que les jeunes parlent vraiment moins bien français qu'avant ? Alors, on va commencer par l'orthographe. Alors là, j'ai une copie d'une dictée de rentrée qui a eu moins 42,5 sur 20. Moins 42,5 sur 20. Quand on entend ça, on ne peut pas ne pas se poser de questions. Malheureusement, c'est un fait, le niveau orthographique est en chute libre depuis des années. En 2021, le ministère de l'Éducation nationale a publié une étude qui compare le niveau des élèves de CM2 sur plusieurs décennies. Le même exercice, une dictée, a été donné à des élèves en 1987, 2007 et 2021. Et les résultats sont terrifiants. En 1987, les élèves faisaient en moyenne 10,7 erreurs. En 2007, ils en faisaient 14,7. Et en 2021, on est passé à 19,4 erreurs, soit presque le double en 35 ans. 19 erreurs dans une dictée pour des élèves de CM2, c'est énorme. Pour appuyer sur les chiffres, une étude menée par le CNRS en 2019 montre que le taux d'erreur orthographique chez les étudiants universitaires a augmenté de 40% entre 2010 et 2019. Vous êtes slay ce soir. Ah bon ? C'est du langage de jeunes, vous êtes très beau. Eh bien, je constate de plus en plus de fautes, bien sûr, dans l'orthographe d'usage, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus inquiétant, c'est les erreurs de vocabulaire. Les étudiants confondent les mots qui se ressemblent. Vous l'avez entendu, le plus grave n'est pas l'orthographe, mais le vocabulaire. Plusieurs études linguistiques montrent que le vocabulaire actif des jeunes de 15-25 ans s'est considérablement réduit. Selon une recherche publiée dans la revue Langue française en 2020, un adolescent des années 2020 utilise en moyenne 800 à 1500 mots dans ses conversations quotidiennes, contre 2000 à 3000 mots pour un adolescent des années 80. Le linguiste Alain Bentolila, spécialiste de l'illettrisme, parle même d'une insécurité linguistique chez les jeunes générations. Dans une interview donnée au Figaro en 2022, il explique « Les jeunes ont développé un vocabulaire de survie, efficace pour communiquer dans leur cercle, mais insuffisant pour s'exprimer dans des contextes variés. » Aïe, ça fait mal, non ? A-t-il raison ? Dis-le-moi dans les commentaires et abonne-toi au passage, c'est gratuit. Bon, idéalement, j'aimerais bien être scientifique. Après, faut faire pas mal d'études. Et après, espérer être embauché dans le privé. Et toi, tu t'intéresses à quoi ? J'aime très beaucoup le tennis. On va finir cette partie avec la maîtrise grammaticale. Le subjonctif, les temps composés, la concordance des temps, tout ça est en train de disparaître. Une étude de l'Université de Toulouse, publiée en 2023, a analysé 10 000 productions écrites d'étudiants. Résultat, 68% des étudiants ne maîtrisent pas le subjonctif. 72 font des erreurs systématiques sur les accords du participe passé. Il y a d'autres mots dans la langue française. Et 45% n'utilisent jamais le passé simple. Poser une question très simplement, la disparition du passé simple. Le passé simple occupe une place fondamentale dans la structure de la langue. Alors, ces chiffres ne sortent pas de nulle part, ils documentent une réalité. Le niveau de maîtrise du français diminue. Que les parents de 2025 se rassurent, faire entrer de nouvelles expressions dans le langage courant est vieux comme un film en noir et blanc. Pour le moment, je vous cite et montre beaucoup d'études, mais c'est pour vous prouver que c'est pas des lol, c'est un réel problème. Flipper, ça veut dire avoir peur un peu. Hein. Lascar pour désigner un gadjo, un homme. Et à chaque génération de parents, son décalage
face aux adolescents. Parce que oui, les chiffres sont là. Notre génération maîtrise moins bien le français que les générations précédentes. Et avant que vous me disiez ok boomer, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est plus complexe qu'un simple c'était mieux avant. Mais d'abord, posons-nous la vraie question. Est-ce vraiment grave ? Spoiler alert, oui et non, ce n'est pas juste parce que vos profs de français le disent. Le multitasking. Okay, I need to do this. Yeah. Vous savez ce qui a changé entre nous et nos parents ? C'est pas juste qu'on passe du temps sur nos téléphones, c'est comment on utilise notre cerveau. Notre génération a développé une capacité qu'aucune autre n'avait, le multitasking. On regarde une série en scrollant sur Instagram et en même temps on répond à nos messages. Ça vous parle, non ? D'ailleurs, je suis curieuse de voir un peu votre temps d'écran. Je vous mets pas le mien, sinon vous allez tomber par terre. Ce multitasking réduit notre capacité de concentration de 40%. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on se concentre sur rien du tout. Et là vous allez me dire, ok, mais quel est le rapport avec le français ? Eh bien c'est justement là que tout commence. La lecture. La maîtrise d'une langue demande de la concentration. Il faut réfléchir à la structure de sa phrase, chercher le mot juste, vérifier la concordance des temps. Et si notre cerveau est en mode multitâche, on n'a plus l'énergie cognitive pour ça. On va au plus simple, au plus rapide. Et ça se voit dans notre façon de lire. Les études montrent que les jeunes sont aujourd'hui parmi ceux qui passent de plus en plus de temps devant les écrans. Souvent plusieurs heures par jour, parfois bien au-delà de 3 ou 4 heures quotidiennes, voire plus. Et sur ces 4 heures, combien de temps est consacré à la lecture profonde ? Eh bien, très peu, voire pas du tout. Une étude de l'université de Stanford, publiée en 2022, a montré que la lecture sur écran active des zones cérébrales différentes de la lecture sur papier. Alors, quand on lit sur papier, on fait ce qu'on appelle une lecture profonde. Donc, c'est-à-dire qu'on se concentre, on analyse et on retient. Sur écran, on pratique le scanning. Donc, on survole juste la page. Le neuroscientifique Stanislas, professeur au Collège de France, explique dans son livre « Les neurones de la lecture » que la lecture profonde est essentielle pour développer son vocabulaire et sa compréhension syntaxique. Sans elle, notre cerveau n'enregistre pas les structures complexes. C'est pas pour rien qu'à l'école, on nous fait lire des livres. Mais même ça, déjà moi, quand j'étais en secondaire, je ne lisais jamais de livres. Je regardais sur internet les résumés et hop, c'était dans la poche. Parce qu'en plus de tout ça, il y a maintenant ChatGPT et tout le reste. Pensez-y. T'avais pas l'IA toi quand tu travaillais ? Enfin quand tu étais au lycée. Non, j'avais pas. Et comment tu fais ? Non mais tu sais qu'on se demande vraiment, chez nous, nos devoirs ou quoi, je te jure que sans l'IA pour avoir le bac, vas-y. Pourquoi s'embêter à rédiger une dissertation quand l'IA peut le faire en 30 secondes ? Pourquoi chercher le bon mot quand on peut demander à ChatGPT de reformuler ? Le problème, c'est qu'en déléguant ces tâches à l'IA, on perd l'entraînement. Et le pire, c'est qu'on s'en rend même pas compte. Parce que le résultat est là, le devoir est rendu, le mail est envoyé, mais notre cerveau, lui, n'a rien appris. Et il n'a pas pratiqué. Il n'a même pas développé ces automatismes qui font qu'on maîtrise vraiment une langue. Et cette dépendance à l'IA s'ajoute à tout le reste. À notre multitasking, à notre façon de lire, tout est connecté. Les réseaux sociaux. Quand l'écrit devient oral, parce que pendant que notre cerveau perd en concentration et qu'on délègue notre écriture à l'IA, sur les réseaux sociaux, le français est en pleine mutation. Céline Baudet a publié en 2021 une étude sur l'écriture numérique des jeunes. Elle y décrit un phénomène qu'elle appelle l'oralisation de l'écrit. Sur les réseaux sociaux, on n'écrit plus comme on écrivait des lettres. On écrit comme on parle, avec des fautes volontaires parfois, des abréviations, des néologismes, MDR, BG au calme, hein, on les connaît. Ces formes ne sont pas des erreurs, mais ce sont des nouvelles cotations. Le problème, selon Baudet, c'est que ces conventions deviennent la norme. Les jeunes intègrent ces formes dans leur système linguistique de référence. Du coup, quand ils doivent passer à un registre formel, ils n'ont plus les automatismes. On a perdu la capacité de switcher entre registres. Et ça, c'est tout nouveau. Les algorithmes, la bulle linguistique. Mais attendez, parce que ça va encore aller plus loin que ça. Il y a aussi un aspect qu'on évoque rarement, les algorithmes. Sur TikTok, Instagram, YouTube, on ne voit que du contenu qui nous ressemble. L'algorithme nous enferme dans une bulle. 89% du contenu consommé par les 15-25 ans sur les réseaux sociaux provient de créateurs de la même tranche d'âge et du même milieu socio-culturel. Résultat, on n'est jamais exposé à d'autres registres de langue. On ne voit jamais de contenu avec un vocabulaire riche, une syntaxe complexe. On tourne en boucle sur les mêmes expressions, les mêmes tournures, les mêmes vocabulaires. Alors, nos parents regardaient le JT à 20h
heures, ils lisaient le journal et ils étaient exposés à un français formel. Les parents apprenaient la langue française aux enfants. Alors voilà, quand on dit la révolution numérique, c'est pas juste c'est la faute des écrans, c'est beaucoup plus subtil que ça. Tout est lié, chaque élément renforce l'autre. Et au final, oui, notre génération maîtrise moins bien le français, mais pas parce qu'on est moins intelligent, mais parce que notre environnement ne nous entraîne plus à le maîtriser. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? L'école n'assume plus son rôle de transmission. Ah oui, l'école. Et là, attention, je ne vais pas taper sur les profs, bien évidemment. Les enseignants font ce qu'ils peuvent, les pauvres, et ils font surtout ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour 2026 d'ailleurs, parce que bon, on parle de la Gen Z, mais la Gen Alpha là... Bref, bon courage. Premier constat, on fait moins de français qu'avant. Selon un rapport de la Cour des comptes publié en 2022, le nombre d'heures de français dans la secondaire a diminué de 20% entre 1995 et 2020. En 1995, un élève de 3e avait 5 heures de français par semaine. Aujourd'hui, il en a 4. Alors ça peut paraître anecdotique, mais sur une année scolaire, ça représente 36 heures en moins. Et sur un cursus collège-lycée, c'est près de 200 heures de français perdu. 200 heures, pensez-y, 200 heures où on aurait pu lire, écrire, analyser, pratiquer. 200 heures qu'on n'aura jamais. D'ailleurs, si vous êtes encore à l'école, dites-moi ce que vous apprenez en français, car moi je me souviens plus du tout de mes cours de français. Tout ce dont je me souviens, c'est que chacun à notre tour on devait lire et c'était très traumatisant pour moi. C'était tellement stressant que je détestais les cours de français juste pour ça. Le niveau des élèves de collège continue de baisser, particulièrement en français et en mathématiques. Moi, je pense que c'est important la pédagogie, évidemment, mais que le niveau dans la matière est quand même ce qu'il y a de plus important et qu'on l'a sacrifié à des chimères pédagogistes et idéologiques. Et c'est pas juste une question d'heures, c'est aussi une question de méthode. Car oui, il y a eu un changement dans les méthodes pédagogiques. Dans les années 1980-1990, l'enseignement du français était basé sur la répétition et l'exercice systématique. Dictée régulière, exercice de grammaire, conjugaison à apprendre par cœur. Aujourd'hui, ces méthodes sont considérées comme dépassées. On privilégie la compétence communicative, l'expression personnelle, la créativité. Alors c'est super, c'est très très bien sur le principe, mais ça a un effet pervers. Pour maîtriser l'orthographe, il faut de la répétition. Pour intégrer la grammaire, il faut de la pratique. Donc si on n'a plus ça, le niveau baisse. C'est mathématique. Donc là, on a moins d'heures et en plus on pratique moins pendant ces heures. Double peine. Le paradoxe du bac de français. Ok, mais attendez parce que là ça devient vraiment intéressant. Il y a aussi le paradoxe des évaluations. Le taux de réussite au bac de français n'a jamais été aussi élevé. 92% en 2023 selon les chiffres du ministère. Mais en parallèle, les études montrent que le niveau baisse. Comment c'est possible ? Plusieurs enseignants et chercheurs pointent du doigt ce qu'ils appellent une inflation des notes. Tout simplement car les exigences ont été progressivement ajustées à la baisse pour maintenir des taux de réussite satisfaisants. Donc, je résume, on note moins sévèrement. Un élève qui aurait eu 8 sur 20 à l'époque a aujourd'hui 12 sur 20. Et ça donne l'illusion que le niveau est maintenu alors qu'il ne l'est pas du tout. Donc non seulement on apprend moins, mais en plus on nous fait croire qu'on réussit. C'est assez pervers quand même. Alors je suis curieuse et n'hésitez pas encore une fois à écrire en commentaire ce que vous en pensez. Je serais vraiment ravie de vous lire et débattre avec vous en commentaire. L'explosion des inégalités. Dernier point, et c'est peut-être le plus important, les inégalités sociales face à la langue se sont creusées. L'écart de maîtrise du français entre les élèves issus de milieux favorisés et ceux issus de milieux défavorisés s'est considérablement accru ces 20 dernières années. Pourquoi ? Parce que les familles favorisées, elles compensent. Elles lisent à leurs enfants, elles leur offrent peut-être plus de livres. Les enfants de milieux défavorisés, eux, n'ont que l'école. Et si l'école ne fait plus son travail de transmission, ils n'ont rien, ils n'ont que ça. Et là, on boucle la boucle. Rappelez-vous ce qu'on disait sur les algorithmes qui nous enferment dans une bulle. Eh bien, c'est pareil ici. Si t'es né dans un milieu où on parle bien français, tu seras exposé à un bon français. Si t'es né ailleurs, l'école ne compense plus et donc du coup t'es bloqué dans ta bulle linguistique. Après voilà, ça a toujours été comme ça et je pense que malheureusement, ce sera toujours le cas. Le mot connexion, vous l'écrivez comment ? C-O 2N C-O-N-N-E
Ah mais non, ça y est, j'ai un doute maintenant. Souvenez-vous, en 1990, déjà, l'Académie française a décidé de rectifier l'orthographe de plusieurs milliers de mots. De nombreux accents circonflexes ont par exemple été supprimés à ce moment-là. Et en effet, on peut se demander pourquoi jeûner prend un accent quand déjeuner n'en prend pas. Maintenant, parlons d'un élément qu'on sous-estime souvent, la langue française elle-même. Parce que le français, objectivement, c'est une langue difficile. Moi, j'aimerais pas du tout apprendre le français si c'était pas du tout ma langue maternelle. Et en effet, contrairement à des langues comme l'espagnol ou l'italien, où l'orthographe est phonétique, le français est une orthographe étymologique, c'est-à-dire qu'elle conserve des traces de l'histoire du mot, même si ça n'a plus de sens phonétiquement aujourd'hui. Le linguiste André Chervel explique que l'orthographe française est un monument historique. Elle garde des lettres muettes, des doubles consonnes, des accents qui viennent du latin, du grec et de l'ancien français. Petite anecdote, ce fichu mot là, oignon, il s'écrivait oignon jusqu'en 1990. Et après, pourquoi on a ajouté ce i? Juste parce qu'en ancien français, on prononçait ce mot. Et cette complexité historique fait du français une des langues les plus difficiles à écrire correctement. Et contrairement à d'autres pays qui ont simplifié leur orthographe, la France reste attachée à cette complexité. On a des règles d'accords de participe passé qui nécessitent de comprendre la notion du COD, de savoir où le COD est placé avant ou après le verbe et identifier l'auxiliaire utilisé. Et 80 heures d'enseignement sont dédiées au seul accord du participe passé, tant ce point est complexe en langue française. Le pluriel des mots irréguliers, vous ajoutez plusieurs dizaines d'heures d'enseignement en plus. Simplifier ces règles permettrait tout simplement de consacrer tout ce temps précieux au reste de l'orthographe, ou aux mathématiques, ou à l'histoire, et donc peut-être contribuerait à niveler davantage les inégalités sociales. Et à celles et ceux qui ne manqueront pas de s'offusquer d'une telle proposition, au motif qu'elle rabaisserait l'école républicaine, la belle et noble école républicaine de Jules Ferry, on peut opposer Jules Ferry lui-même, qui s'agaçait en son temps de l'importance donnée à la dictée, au point de déclarer ceci au personnel de l'éducation nationale: messieurs, ce que nous vous demandons à tous, c'est de nous faire des hommes avant de nous faire des grammairiens. Peut-être pourrions-nous aujourd'hui nous inspirer de lui. D'ailleurs, il y a régulièrement des débats sur une simplification de l'orthographe française. La dernière réforme date de 1990 et propose des simplifications comme nénuphar au lieu de nénuphar, oignon au lieu de oignon, mais parfois ces réformes sont mal acceptées. Il y a vraiment cette résistance culturelle énorme, quoi. Comme si simplifier l'orthographe c'était le diable en personne. Oh my god, on va abîmer la langue française. La linguiste Nina Katash, dans son ouvrage L'orthographe française en 1995, pose cette question. Jusque où peut-on demander au locuteur de maîtriser une orthographe qui n'a plus de logique phonétique? C'est une vraie question. Si la langue est trop complexe pour être maîtrisée, est-ce qu'on ne devrait pas l'adapter? Maintenant, parlons des conséquences de tout ça. Parce que parler mal français, ce n'est pas juste un problème esthétique. La première conséquence est la discrimination à l'embauche. 4 CV sur 10 sont écartés à cause des fautes d'orthographe. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir 1 milliard de moyens différents pour se faire corriger ces fautes d'orthographe. Le premier étant toutes les applications d'IA. Ou tout simplement Word. Enfin, Word corrige déjà. Plusieurs études montrent que le maîtrise du français est un critère de sélection majeur. Et pas besoin d'études, finalement, on sait tous que les recruteurs éliminent automatiquement les CV contenant des fautes d'orthographe. Même si le candidat a les compétences techniques, s'il fait des fautes dans son CV, c'est no way. Donc la maîtrise de la langue française correcte est devenue un marqueur de classe sociale. Si tu ne la maîtrises pas, tu es exclu de certains emplois, de certains milieux. Et bon, ça malheureusement, c'est pas nouveau. L'insécurité linguistique. La deuxième conséquence est peut-être encore plus grave, c'est l'insécurité linguistique. Souvenez-vous, je vous en ai parlé au tout début de cette vidéo, c'est-à-dire la peur de mal parler, de faire des fautes et d'être jugé. Le linguiste Michel Francard, qui a étudié ce phénomène pendant des années, l'explique très bien. L'insécurité linguistique, c'est la mésestime de sa façon de parler. On ne parle pas en public, on n'ose pas écrire, peur de faire des fautes, et malheureusement, cette peur touche massivement notre génération. Et j'en fais partie encore aujourd'hui. Dès que je parle à quelqu'un de plus âgé que moi, à quelqu'un qui a plus d'expérience, je bégaye, c'est tout. Je perds toute confiance en moi et à mon français. Cette insécurité se manifeste de plusieurs façons. T'as l'impression d'être idiot, tu te sens bête, t'as l'impression de ne pas être légitime, et ça mène à de l'autocensure. On ne participe pas en réunion, on ne postule pas à certains postes, on évite
vite les situations où il faut s'exprimer, alors on se tait. Et malheureusement, ça peut avoir des conséquences sur notre vie professionnelle. Imaginez, vous avez une idée géniale en réunion, mais vous ne la partagez pas parce que vous avez pas envie, mais juste parce que vous avez peur de bégayer et de ne pas être assez bien. Vous ne postulez pas à un poste qui vous intéresse parce que vous savez qu'il faudra écrire des mails. Vous refusez une promotion parce qu'il implique de parler en public. Et là, on voit bien que tout est connecté. Notre environnement numérique nous empêche de développer une bonne maîtrise du français. L'école ne compense plus et du coup, on maîtrise mal la langue. Et malheureusement, parfois, on pense que c'est normal. Genre, on se dit, ouais, mais de toute façon, personne ne fait attention à l'orthographe, c'est pas grave, voilà, j'ai fait une faute, c'est pas grave. Mais si, le monde du travail fait attention à ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 5000 sur la chaîne. Merci beaucoup. C'est incroyable. N'hésitez pas à commenter également. J'adore vous répondre. Et en plus, il y a l'option répondre en message vocal. Et ça, j'adore. Donc voilà. Merci à tous. Et on se dit à très bientôt. Mouah.